Bonsoir. Vous avez regardé Bad Bunny tous les deux? Bah moi j'ai plus regardé que lui, je crois, mais oui. Moi, Comment tu peux plus regarder que quelqu'un? en T'as tout regardé cas, ou t'as pas regardé? moi j'ai un avis un peu biaisé parce que je suis très fan de cet univers musical-là, donc Bah j'ai alors, beaucoup Vincent, aimé. toi tu es maître de conférence en musique et musicologie à Nantes Université et au Centre Atlantique de Philosophie. C'est de la philosophie de la musique que tu fais? Je fais de la philosophie de la musique, ouais, et de la Incroyable. musicologie, des musiques populaires. Ouais. Eh ben écoute, bienvenue. Christophe. Christophe Chassol, compositeur, arrangeur, claviériste. Bienvenue à toi. Tu es venu en plus avec ton clavier. C'est une location. Et bam! Et allez, c'est parti. Écoute, c'est une très belle location. Et bonsoir. Et bonsoir. Donc, toi, tu as vu Bad Bunny? Je l'ai vu, je l'ai pas regardé. Ça veut dire quoi? Bah, c'est tombé sur mon feed là. Instagram, ouais. Enfin, ou d'autres. Moi, je suis plutôt MySpace. Ah ouais, le daron, quoi. Ils ont pas fermé MySpace? Si, Ah oui, c'est c'est ça. parce que c'était une blague. Ah oui, d'accord. Moi, je suis complètement premier degré à cette heure-ci. Est-ce que vous y avez vu un propos politique? Est-ce que c'est ça la musique qui fait de la résistance? Moi je trouve que oui, je sais qu'il y a débat sur le caractère industriel de son show, mais je trouve que oui, parce que Bad Bunny, sur son dernier album, là peut-être que vous connaissez, il a fait des chansons très politiques sur Porto Rico, la situation de Porto Rico, notamment au niveau du fait que les gens qui habitent à Porto Rico sont citoyens américains mais ne peuvent pas voter aux États-Unis. Donc il a fait vraiment des propos sur l'occupation américaine, des propos anticoloniaux. Et en même temps, il a des choses beaucoup plus implicites chez lui qui sont intéressantes, notamment faire venir un orchestre de salsa, qui est le genre des portoricains de New York des années 70. Voilà, je trouve qu'il a eu un propos politique. C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Non. C'est un héritage finalement. Il a juste il s'est emparé d'un espace qui est la mi-temps d'un événement planétaire on ne peut plus capitaliste, disons-le clairement. Comment lancer voilà. Bah oui, Non, c'est mais ça. ce qui était de la résistance, Nora, c'est la contre-soirée avec Kid Rock et les artistes de country organisée par Trump. Ah oui, bah oui, Voilà, bah, elle n'a j'allais pas dire, marché cette soirée-là, celle-ci. oui. Oui, oui. Ça a moins marché, mais ça a quand même. De leur point de vue, c'était une forme de résistance. Oui, ça, c'est Mais clair, ouais. pourquoi il y a cette bataille-là et pourquoi ça prend forme dans la musique aussi, dans cette industrie? Parce que les blancs sont supérieurs aux autres. D'accord. Alors ça, c'est ce que Trump pense peut-être, non? Tu crois Je pas? pense que c'est Oui, parce qu'il ça. pense ça Oui. qu'il y a Mais cette pourquoi résistance. est-ce que, toi Christophe, pourquoi est-ce que la musique est un champ de bataille? Est-ce que c'est récent? Écoute, non, c'est pas récent pour moi. Enfin, pour moi ou pour l'histoire de la musique? Les deux, écoute. Bon, pour l'histoire de la musique, j'imagine que c'est pas récent. Pour moi non plus, c'est pas récent. Quand j'étais ado, on était vraiment dans. Enfin, on a trouvé grâce avec le punk, avec ce qui s'appelait du rock français, Bérurier Noir, Vent Passe, Parabellum, tous ces groupes Des années 70. ouais, années 80, 90, tout ça. La jeunesse emmerde le Front National, tout ça. Tu connais hein, Ouais. ça. Bérurier Noir. Donc non, ça fait un petit moment que je sais qu'en musique, on peut, on peut gueuler. Mais pourquoi peut-être, Vincent, tu vas peut-être pouvoir nous dire, tu parlais du punk à l'instant. Qu'est-ce que ça a de particulier, le punk? Comment ça naît? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as une musique de contestation qui a un propos politique qui émerge? Le punk, c'est les années 70, milieu des années 70. Alors, bon, ça commence aux États-Unis, certains groupes comme The Ramones, mais l'explosion vraiment du punk, c'est en Angleterre, quoi. Et l'Angleterre du milieu des années 70, c'est un peu un chaos. Il y a eu le choc pétrolier en 73, il y a un chômage très élevé. En 78, je crois qu'il y a 3 millions de chômeurs en Angleterre, donc c'est vraiment énorme. Il y a tout un tas de difficultés dans l'hiver du grand mécontentement, là, je crois que c'est 78-79. Des difficultés économiques très importantes, du chômage, des grandes grèves. Et le punk, il émerge de ce contexte-là. La devise des punks, c'est « nos futurs ». Donc voilà, ça dit déjà que
l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les jeunes à ce moment-là. Et en même temps, tu as donc le groupe punk qui crie No Future, c'est les Pistols, les Sex Pistols, mais c'est presque un boys band en fait. Malcolm McLaren, leur manager, les forme quoi. Sid Vicious qui joue la basse, c'est pas joué. Ils font Anarchy in the UK. I am an anarchist, I'm an integrist. I want to destroy the passerby cause I. Et ils gueulent No Future. Mais les mecs sont quand même un peu des marionnettes quand même à l'époque. T'étais en train de nous Et dire... d'ailleurs, Johnny Rotten, il Ouais. est trumpiste maintenant, le chanteur de Ah mais des tout Sex se Pistols. perd. Le mec... Déjà, tu es en Moi, train de nous j'aimais dire beaucoup, que en fait, les Sex Pistols, qui sont quand même... Bon, tu vois, c'est le Graal. Tu es en train de nous dire que c'est un Pas boys le Graal, band. hein. Le Graal, c'est le Clash. C'est The Clash. Ah, pardon. Non, mais ils étaient aussi industrialisés. C'est aussi une musique populaire industrielle. En fait, moi, j'ai du mal à me dire, parce qu'un mouvement est récupéré, on dit il est récupéré par le capitalisme, etc. Mais finalement, la musique populaire, si on prend l'exemple de la salsa, typiquement, mais il y a plein de genres musicaux comme ça naît avec l'industrie de la musique. Le jazz, il dépend de l'industrie de la musique. Évidemment, Oui, il y a mais des tous- mouvements de jazz plus underground que d'autres, etc. Mais il y a un tous, moment, il faut se peut-être- vendre, il faut être lié au marché. Mais peut-être, Vincent, que tous n'ont pas un propos politique. C'est-à-dire que quand tu hurles No Future, est-ce que l'objectif, c'est de te faire récupérer, puis maintenant d'être Trumpiste, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que, du coup, je sais pas, la funk, le rap, la salsa, comme tu dis, enfin voilà, c'est pas toujours contestataire. Non, mais je pense que déjà, il faut distinguer. Voilà, je vais faire un peu mon philosophe, mais Tu es là pour ça. il faut distinguer deux sens Ouais. la thématique, c'est résistance. Donc voilà, il y a deux sens qu'on peut identifier. Le premier, c'est je résiste parce que je suis contre. Je suis contre un ordre établi, je suis contre une façon de faire, je me lève contre une injustice, etc. Voilà, je suis explicitement contre quelque chose. C'est une réaction. De l'autre côté, il y a la résistance qui est un peu plus, là, c'est un peu plus implicite, c'est un peu plus subtil, mais c'est je m'affirme moi dans ma force, dans mon identité personnelle, dans mon appartenance à un groupe, face à un genre, face à une communauté ou face à une nation, dans une identité nationale. Et c'est là que ça se joue. Il y a des choses très implicites qui se jouent dans la musique. Donc là-dedans, ça voudrait dire qu'il ne faut pas catégoriser la musique au sens où voilà, il y aurait un propos politique ou pas. Il y en a qui ont un propos politique, voilà, le No Future, on peut l'affirmer comme ça. Le rap est peut-être aussi né de ça, la funk aussi, le gospel, je sais pas. Enfin, il y en a. Et d'autres sont plutôt dans une affirmation identitaire et ils disent j'existe. Oui. Mais c'est aussi un propos politique. Et le problème, c'est que la musique étant toujours liée à un marché, à un moment, le marché impose des catégories. Voilà, il faut entrer dans une catégorie. Alors du coup, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses de ça. Il faut entrer dans une catégorie, voilà, musique afro-américaine, world music, jazz. Et on doit se conformer à ces catégories plus ou moins pour réussir à être mis sur le marché, à vendre des concerts. Et là, à partir de l'intérieur de ces catégories-là, on peut choisir de revendiquer des choses, éventuellement les transformer ou les accepter purement et simplement. Il y a des exemples dans l'histoire de la musique de gens qui se sont conformés à une catégorie commerciale alors que eux-mêmes n'étaient pas du tout liés à cette catégorie à l'origine. Par exemple. Je vous donne un exemple. Bon, c'est un chanteur de blues des années 30 qui s'appelle Big Bill Broonzy. Il a fait sa carrière dans les années 30-40 aux États-Unis dans des groupes de rhythm and blues de Memphis, Chicago, etc. Donc des groupes plutôt électriques avec des guitares amplifiées, années 40-50. Et quand il est arrivé en Europe, dans les années 60 en Europe et aux États-Unis, il y a le revival de la musique folk. Donc là, on aime bien les chanteurs qui ont des guitares acoustiques et qui jouent cette musique qu'on pense être, qu'on dit être la musique des esclaves, des anciens esclaves, etc. Et Big Bill Broonzy, quand il arrive en Europe, il a très bien compris que c'est cette image-là qu'on attend de lui, donc il prend sa guitare acoustique et il dit ouais, moi ça c'est la musique que je jouais quand que mes parents jouaient quand ils rentraient, d'avoir cultivé les champs de coton, etc. D'avoir cultivé. Ouais. Voilà il s'est mis dans ce truc parce que ça lui a fait une carrière, ça lui a donné une carrière en Europe et il est entré dans cette image-là que l'Europe. Donc il y a des exemples comme ça qui sont très nombreux. On est obligé à un moment de jongler avec ces catégorisations. Ouais, et jongler donc avec des logiques de marché qui ont des cadrages en fait dans lesquels tu te dois de rentrer. Toi, Christophe, tu n'es dans aucun cadrage. Comment tu te catégorises? Ah si, moi je suis dans plein de cadres. Hein. Ouais. Je sais pas, moi j'ai vraiment une éducation dans la musique classique, dans le jazz, et puis dans le punk, dans la musique contemporaine, la musique de film. J'ai pas une grosse culture hip-hop, mais j'aime ça. Mhm. Il y a un genre qui s'appelle le third stream.
Ça s'appelle c'est le troisième courant, ça naît dans les années 50 avec un type qui s'appelle Gunther Schuller. Mais un bon exemple de third stream, donc troisième courant, le third stream, c'est quand un quartet de jazz va dans le concert hall, va jouer avec un orchestre symphonique. Et West Side Story, puisqu'on parlait de Bad Bunny et de Porto Rico, West Side Story, c'est vraiment les portoricains, la musique portoricaine, la musique latine et la musique d'avant-garde, classique, jazz. C'est vraiment un exemple de third stream. Un autre exemple de third stream, c'est Taxi Driver, la BO de Taxi Driver, et Bernard Herrmann qui fait du jazz avec de la musique symphonique. Tout ça pour dire que toi, tu as décidé. Oui, voilà, je suis dans plusieurs. T'es dans mais tu as produit aussi. Il y a même, tu sais quoi, Nora, il y a même un bac chez les disquaires, un bac inclassable. T'es là? Bah, c'est une catégorie. Oui, d'accord. J'étais en train de me demander, on est en train de me dire qu'il est là. Souvent, ça va de pair avec le bac World. C'est clair. Oui, le bac World, c'est musique non blanche. Ouais, mais pas musique noire non plus. Non, c'est encore autre chose. Mais toi, tu as décidé aussi, dans les débats politiques qu'on est susceptible d'avoir depuis quelques années, de t'approprier en fait ce que tu appelles des punchlines et de les mettre en musique. Oui. Par exemple, je vais te donner des exemples, ouais. Tu veux pas qu'on en écoute une? Si, tu me parles de... Je te parle de Macron démission. Ouais, alors je vous contextualise quand même. C'est bien de nous contextualiser, Macron démission. Non, mais écoute, moi j'admire vraiment les militants. Je les trouve trop forts, ils prennent des coups, il y en a qui ont appris à prendre des coups pour les autres, c'est grâce à eux qu'on a plein de droits, vraiment je les admire. J'ai pas la force d'être un vrai militant et j'ai peur de prendre des coups, de me battre vraiment. Donc j'ai toujours un peu louvoyé, voilà. Mais donc je me suis dit à bout d'un moment, à force de ma pratique, je me suis dit bon ben si je vais essayer de faire quand même des choses, quoi, tu vois, de m'approprier certains endroits. Donc je suis en manif et là je vois des filles qui commencent à chanter Macron démission, et Darmanin, et Darmanin. Voilà, donc ça m'appelle direct et Et là il entend la rythmique et là il dit oh là là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas tant la rythmique que j'entends, c'est le biscuit en lui-même, c'est-à-dire que tout devient intéressant avec cette technique d'harmonisation des sons concrets. Les sons concrets s'opposent aux sons abstraits, c'est-à-dire les sons concrets, c'est... Tu pars du réel, quoi. Voilà, c'est pas les sons faits par un instrument musical. Ouais. Enfin, ça peut être ça, mais c'est pas les choses abstraites, c'est les choses écrites. Les choses pas écrites, les choses qu'on fait comme ça spontanément, c'est la musique concrète. Donc là-dedans, il y a un vivier de musique possible. Donc je relève les mélodies de ces choses-là, et notamment de ces filles qui chantaient Macron démission. Macron démission. Pourquoi ? Mais parce que tout est intéressant quand tu fais ta pratique. C'est-à-dire que vraiment, là, la petite tâche qui est sur cette table, elle est intéressante. Et tout était digne d'intérêt, tu vois. C'est-à-dire que tu vas pas mettre... C'est une technique qui permet de mettre en lumière ou sur un piédestal des choses triviales, des choses anodines, des gens invisibilisés, des anonymes. Toi, c'est un propos politique, du coup, derrière. Ah bah, moi d'abord, c'est la musique. Hein. Je cherche n'importe quel truc pour faire de la musique. J'étais un peu lassé. Enfin, je ne sais pas que j'étais lassé. C'est que juste... bon, il y a la musique, c'est l'organisation des sons par les humains. Mais donc, tu as un matériau avec la musique. Tu as les gammes, tu as les arpèges, tu as toutes sortes de choses. Quoi. Et dans le monde hors musique, tu as plein de choses qui peuvent te servir pour faire de la musique. Donc... Mais pourquoi tu as décidé, parce que là on parle d'une manifestation, c'est Macron démission et Darmanin. Et Darmanin. Putain, vachement bien. Et Darmanin. On va vous faire reprendre ça tout à l'heure. Préparez-vous. Ils sont toujours là, hein, les deux. Hein. Bah, oui, ils sont toujours là. C'est il y a longtemps déjà. Bah oui, parce qu'on avait les masques Covid, souvenons-nous. Ah oui, c'est bien ça. Bah oui. Mais
Pourquoi tu choisis cette phrase plutôt qu'une autre? Parce que c'est la résonance politique qui t'intéresse? Bah, si j'avais pu filmer un peu avant, si j'avais sorti mon téléphone avant, j'aurais mis un peu d'avant. D'accord. Après, j'étais fatigué de filmer. Mais je trouve ça intéressant parce que, en fait, Ah bah. Excusez-moi. Vraiment que tout, Non, mais- tout est intéressant. Mais tout à fait. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on pose la question à un artiste, on lui dit pourquoi t'as fait ça, ça doit avoir un sens, etc. Alors que Ah mais ça, c'est les questions raisonnables des journalistes un peu chiants. non, mais j'ai la Je suis même assez question, mais ou alors je suis également une sorte de journaliste un peu chiant. Je sais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, voilà, c'est marrant de le faire déjà. Mais surtout, ça dit quelque chose, c'est que on s'imagine que la musique, c'est d'instinct, on va dire pourquoi tu fais de la musique, pourquoi tu écoutes de la musique, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir, ça me fait des émotions, j'aime bien, ça me détend. Et là, on voit que la musique, ça fonctionne différemment en fait dans cette démarche artistique-là. Ça fonctionne comme une façon d'exprimer des choses, mais pas forcément exprimer des choses à travers les paroles. C'est juste faire dire à des gens qui sont en train de dire quelque chose, Macron démission ou de dire rien, mettre en avant certaines façons qu'ils ont d'exprimer. Superposer un langage, essayer de traduire un langage corporel, un langage ordinaire, dans un langage musical. Et il y a des gens, Oui. dans la philosophie par exemple, qui analysent les arts comme étant un langage et non comme étant seulement un vecteur d'affect. Mais c'est ça intéressant. parce que, pardon, moi si tu me dis pourquoi tu écoutes de la musique, basiquement, mais peut-être que vous êtes comme moi, qui ici pense que la musique c'est d'abord un vecteur d'émotion, ça nous fait du bien? On est quand même un peu nombreux, je pense. Vous avez Enfin, tort. Ah, le philosophe, quoi. Le réel est faux. Ouais, d'accord. Vous avez 4 heures. Pourquoi? Non, mais je dis pas que vous avez tort, évidemment. Mais Toi, tu connais pas l'esthétique de l'horreur. Parce que c'est les choses- L'esthétique de l'horreur. Enfin, je veux dire, tu vois, ou même les photoreporters qui font des photos hyper belles de trucs de guerre. Enfin, je veux dire, les émotions, ça fait du bien. Enfin, une mauvaise émotion peut faire du bien. ouais, mais alors là, il y a un philosophe qui a un terme un peu complexe pour ça. Donc je l'utilise pour faire un peu, pour faire bien. Il dit les émotions dans l'art. C'est Nelson Goodman, le philosophe dont je parlais, qui analyse Goodman, L'homme du bien. l'homme du- Ouais, ouais. qui analyse les arts comme étant une forme de langage. Et il dit les émotions dans les arts, elles fonctionnent cognitivement. Ça veut dire qu'il y a des émotions, évidemment, mais elles sont là pour nous aider à identifier des choses dans le réel, nous aider à nous faire comprendre des choses du monde et nous permettre de mettre en lumière des choses du monde. C'est quand même une approche des arts assez différente que celle qui consisterait à dire juste moi je veux faire plaisir en fait. C'est tout. Et ce qui est marrant, c'est que toi, tu décris ta démarche d'une façon, et les autres en face, peut-être qu'on la surintellectualise, je sais pas. Moi, je veux faire plaisir aux gens de gauche et d'extrême gauche. Et bien alors justement, on va continuer. Parce qu'il a continué à mettre en musique ses punchlines. Est-ce qu'on peut enchaîner Monsieur Barrault et Madame Kéké, s'il vous plaît? Ah, Barreau, il est au MEDEF. Hein, là, Ouais, quand il fait Barrault, ça, hein. alors, Barrault est au MEDEF. Alors, attends, juste un truc. Oui. C'est-à-dire que, je vous raconte dans deux secondes 2 secondes. comment ça se fait. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne, c'est les grilles d'accords, c'est-à-dire les successions d'accords. Et en gros, je peux mettre celle qui me plaise sous n'importe quoi, et après, je couds le dialogue avec la grille d'accords. Donc, cette grille d'accords qu'on va entendre sur Aurélien Barrault, je l'ai utilisée pour plein d'autres choses. Et j'aime bien ça, j'aime bien le fait que je puisse utiliser, comme je sais pas, dans le reggae ou de n'importe quoi, ou dans n'importe quel genre, il y a des canevas existants. Là, c'est un canevas qui est à moi, mais je l'ai plaqué sur plein d'autres discours. Là, c'est des petits exercices que je me fais, ça. Ah oui, ben vous allez voir. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès, la mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction, nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. Tant que le président du MEDEF nommera, à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État, progrès,
La mise en place d'une nouvelle génération de téléphonie mobile qui ne répond à strictement aucun besoin, mais dont les conséquences délétères, pour ne pas dire létales, sont avérées du point de vue de la pollution, de la consommation et de l'addiction. Nous n'aurons pas commencé à réfléchir sérieusement. On l'entend quand même vachement mieux. Dans un discours, cette phrase, en fait, on ne l'entend pas. Tu décides d'aller prendre cet endroit et de nous la faire boucler pour qu'on soit dans une forme de prise de conscience. Oui, alors moi, je cherche d'abord des mélodies que je ne trouve pas en répétition en musique, tu vois. Tant que les présidents du MEDEF, ça, je veux dire, bon, voilà, je l'entends pas, je l'ai pas entendu hyper souvent en musique, tu vois. Tant que le président du MEDEF nommera à l'unisson d'ailleurs du chef de l'État. Enfin, tu vois, c'est des mélodies que moi-même je ne pense pas à faire en tant que musicien. Et donc on a un vivier dingue de mélodies partout dans le monde. Ça, c'est un truc dans l'histoire de la musique. On parlait de musique concrète tout à l'heure, ou utiliser les bruits du quotidien, les sons du quotidien comme incitateurs pour trouver des idées nouvelles. C'est intéressant, mais ce qui est aussi bizarre finalement, si je me faisais l'avocat du diable, je pourrais te dire, il a un discours un peu sérieux, Barrault là, et là ça le tourne presque un peu en dérision. Pas du tout pour moi, la grille d'accord, elle est tellement sérieuse. Je te jure, regarde. Mais il pourrait être pas content, elle lui. est ultime. Regarde, c'est ça la grille. Ça m'échappe complètement. C'est pour te dire que c'est sérieux. C'est sérieux, d'accord. Alors attends. C'est sérieux, mais il n'y a pas de raison que le travail sérieux soit pas fun. Soit pas significatif. Alors un petit dernier, et ensuite on va passer à la dimension peut-être plus identitaire. Il faut quand même qu'on entende Rachel Keke. Alors je vous le dis, de manière très sincère, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Là, je t'avoue que quand je l'ai vue, elle, Ouais. pardon, je me suis dit, il faut lui rendre hommage. Mais là, ça fait tout de suite plus sérieux, moi, je trouve. Ben oui, non, mais en fait, là, le propos, la punchline politique, qui est juste cette phrase qui serait passée dans le cadre des questions au gouvernement, Ouais. et une question au gouvernement chasse l'autre, tu vois, c'est tous les mardis, tous les mercredis. Là, tu l'isoles et finalement, tu fais exister cette phrase. Oui, après, j'ai pas beaucoup de vues, hein, mais ouais. Bah, t'en as déjà beaucoup ce soir. Franchement. Non mais moi vraiment je te jure ce qui m'intéresse en vrai, c'est bon ça m'intéresse le propos évidemment, je veux dire, c'est une telle aberration de faire bosser les gens qui ont le dos pété, tu les fais bosser, juste pour enrichir des gens qui ont déjà 14 salles de bain, je ne comprends même pas que ça se discute. Bref, mais la mélodie, vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Tu vois, en musique on aurait fait, enfin je sais pas ce qu'on aurait fait mais on n'aurait pas fait cette mélodie là quoi. Et on n'aurait pas fait debout comme ça. Vous n'avez pas le droit de mettre à genoux les gens qui tiennent la France debout. Bah moi j'aurais pas pensé à faire ça comme ça. Ouais, mais du coup, ça nous fait entendre le propos politique autrement. C'est pour ça que dans mes disques, je déclare, il y a les droits d'auteur sont partagés tout le temps. Tu as donné des droits d'auteur à Rachel Keke, par Non mais exemple ? ça je l'ai pas sorti. Ah. Dans mes disques. Écoute, peut-être que là, ça pourrait faire l'objet d'un disque. On disait tout à l'heure qu'il y avait aussi la dimension identitaire, l'affirmation d'une identité personnelle dans cette idée en fait, du propos de la musique, de la question de la résistance, faire exister ce qu'on est au travers en fait, de la musique.
Tu penses à quoi, Vincent? Tu parlais tout à l'heure de la salsa. Là, on a évoqué Bad Bunny. C'est quelque chose en fait d'assez classique, si je puis dire. Bah, moi, j'ai des exemples en tête. Un des exemples dont on avait discuté, c'était. Alors, peut-être vous êtes au courant, Beyoncé, l'artiste Beyoncé, a sorti un album. Tu connais pas? Miles Davis, non? Et elle a sorti un album en 2024, un album de musique country. Donc, tout le monde. Voilà, Ça vous parle? Cowboy Carter, ça s'appelle. Ouais. Et en fait, il y D'ailleurs, a eu elle tout a un eu tas un de. Grammy, je crois, l'année dernière du meilleur album country. Oui, mais elle n'a pas été invitée au prix, aux cérémonies propres de la musique country. Mhm. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un débat racial aux États-Unis, évidemment. Et ce débat racial-là, il est très ancien. Ray Charles, il avait fait la même. Au début des années 60, Ray Charles a sorti un album de musique country. Donc, ça signifiait à peu près la même chose. C'était de dire, les Afro-Américains sont là depuis le début de cette musique. Et pourquoi? Parce que dans les années 20, les musiciens blancs, les musiciens noirs aux États-Unis jouaient ensemble beaucoup en fait. Et des musiciens noirs jouaient de la country, des musiciens blancs jouaient du blues, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que l'industrie de la musique, dans une période de ségrégation raciale aux États-Unis, donc on est en 1920, a décidé de faire, pour des raisons purement de marché, de séparer le marché musical en deux, à dire la country, ça va être la musique de l'Amérique blanche, classe ouvrière, agricole, qui raconte la nostalgie de l'âge d'or, voilà. Et la musique, on va créer une catégorie qui s'appelle musique noire, black music, catégorie dont on hérite d'ailleurs pas mal chez les disquaires en fait, qui est la musique des anciens esclaves affranchis, qui était le blues, qui est devenu le rhythm and blues, puis ensuite la soul, etc. Donc il y a une ségrégation du marché de la musique. Il y a une ségrégation par le marché de la musique. Donc Beyoncé, en faisant ça, elle est dans une histoire très longue, ça fait 100 ans. Et donc ça veut dire qu'il y a une forme de réappropriation, il Et y a une reprise de pouvoir. Et il y a une reprise de pouvoir, comme il y avait dans les années 60, au moment de la lutte pour les droits civiques, c'est-à-dire le fait que les Afro-Américains demandent à être reconnus comme des citoyens à part entière et à avoir le droit de vote. Donc ça commence dans les années 40, mais c'est surtout le début officiel, on va dire, c'est Rosa Parks au milieu des années 50. Il y a eu tout un mouvement musical qui s'est réapproprié, ça en disant, bah voilà, il y a eu des intellectuels de gauche afro-américains qui ont dit le blues, c'est la musique noire, c'est notre identité, c'est là que tout a commencé et on en fait une forme de négritude à l'américaine. Donc ça a été récupéré, mais c'est intéressant de voir comment la catégorie s'est faite d'abord au détriment des populations concernées et ensuite utilisé comme un vecteur d'affirmation identitaire. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on retourne finalement une forme de stigmate, quelque chose qu'on t'a enlevé en disant je vais en faire quelque chose de l'ordre d'une arme. Enfin, là-dedans, tu utilisais le mot nègre, enfin négritude. Bah oui, je sais, j'ai pas le droit de le dire. Il m'a dit, hein, ah non, t'as pas le droit de le dire. Mais justement, c'est vrai, il l'a dit. Toi, c'était une blague. Hein, non. oui, je sais, mais je suis premier degré. Toi, tu as travaillé justement sur Aimé Césaire. Oui, c'est-à-dire que j'ai filmé, en fait c'était une commande de Radio France pour leur festival Présence qui honorait Steve Reich, c'était il y a 2 ans, et donc Steve Reich avait une pièce sur New York où il y avait tous les sons de New York, donc on m'a demandé une pièce sur les sons de Paris, donc je suis allé filmer un type génial qui s'appelle Kevin Donna, qui fait des balades du Paris noir. Il fait une balade rive gauche où il part du Panthéon et il nous explique qui était au Panthéon, Alexandre Dumas, qui était Carteron, Félix Éboué. Après, il va au Luxembourg. Après, il va où il y a la stèle des Fabrice Hibert, je crois. Et puis après, il va vers le Café Tournon où il y avait tous les écrivains américains, James Baldwin, Richard Wright, il y a qui d'autre, Chester Himes, qui sont venus dans les années 50. Café Tournon, c'est rue de Seine, c'est à côté du Sénat. Voilà. Et ensuite, il va à la Sorbonne où il nous raconte les premiers salons littéraires faits par des femmes noires, comment elles s'appellent, les sœurs Nardal, et les sœurs Nardal qui n'ont pas été très reconnues. Y compris par Aimé Césaire. Voilà, quand Aimé Césaire a créé le mouvement de la négritude, ils ont un peu oublié de dire qu'il y avait les sœurs Nardal. Il y avait les 3 sœurs Nardal, ouais. Voilà. Et donc ce type, Kevin, qui est génial, ce guide conférencier, nous raconte l'anecdote de Césaire, de la façon dont il a créé le concept de la négritude. En gros, il est dans la rue, il y a encore un énième mec qui lui fait « Et toi le nègre ?» Et donc il lui dit « Le nègre vous emmerde ». Donc Kevin me le dit et je le mets en musique. Ça fait
Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler, et toi le nègre. Sauf que c'était la fois de trop qu'il l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu le nègre vous emmerde, et que ça aurait été le point de départ de la négritude. Joue-le. Ouais, je peux le jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux bien Bah, attends, je te tiens le micro. Vas-y. Oh non, mais ils vont me l'envoyer, je l'ai en vidéo. Ah bah trop bien. Enfin, Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler. Hé, quoi, le nègre? Sauf que c'était à la fois de trop, qu'il l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu les nègres nous emmerdent. Et que ça aurait été le point de départ de la négritude. Césaire raconte bien plus tard que la négritude, ça lui est venu parce qu'un jour, dans les années 30, il se baladait dans le quartier et qu'une fois de plus, il s'est fait appeler, il s'est fait héler. Hé, quoi, le nègre? Sauf que c'était à la fois de trop, qu'il l'a pas pris, qu'il s'est retourné, qu'il a répondu les nègres nous emmerdent. Et ça aurait été le point de départ de la négritude. Incroyable. Merci beaucoup. La reprise en direct de Christophe Chassol. Enfin, Césaire raconte bien plus tard que... Waouh. Mais C'est quand même intéressant, ça prend. C'est vrai que quand on isole un fragment comme ça et qu'on le répète, on le met en musique, on démultiplie l'harmonie, on la rend plus profonde, ça prend un sens d'une manière assez différente. Vincent Granata. Oui. Vincent Granata. Oui, Christophe Vincent Granata. Chassol. Vincent Bah oui. Granata. Bah Vincent oui. Granata. Il m'a fait le même Vincent coup la Granata. dernière fois qu'on a fait ce Ah genre bon de truc. La même. Je sais pas, c'est comme le truc là. Oui. To be or not to be. 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 Mais les accents un peu à différents endroits, ça fait entendre oui, mais la en même fait, chose différemment. qu'est-ce que là-dedans C'est assez oppressant aussi quand c'est on sur est- son Non, c'est propre bien, c'est prénom. bien. Non mais c'est à la base, Non, mais- la musique et la répétition, c'est une histoire d'amour. Hein. Oui, oui. Mais quand c'est sur ton propre prénom, comme c'était le cas oui, pardon, avec moi, Mais est-ce que c'est possible de faire ça sans parole? Est-ce que ces revendications-là, elles sont possibles Oui, quand il n'y a pas de parole? oui, et je vais te Tout à dire, je vais fait. te donner le meilleur exemple de ça, selon moi. Un acte de résistance en musique, c'est un philosophe, compositeur qui s'appelle John Cage, américain, qui est un peu l'équivalent de Duchamp pour les plasticiens, qui a vu Duchamp et sa pissotière. Bah, John Cage, vous connaissez la pissotière, hein, tout le monde de Duchamp. Ok, donc John Cage, en 1950, C'est pas tout le monde, mais Si, vous en irez fait, voir. En gros, la pissotière, on décide que quelque chose est une œuvre d'art et ça devient une œuvre d'art. En gros. Et Ah, c'est comme la banane qui était scotchée au mur, là. Oui, si tu veux. Mauricio Cattelan. Hein Je l'ai vu il y a pas très longtemps. Bah oui. Apparemment, il change la banane de temps Bah oui, en temps. c'est. Elle est un peu noircie, peut-être. En gros, donc John Cage, il va dans une salle avec des scientifiques où on lui dit c'est une salle de silence. Tu vas rien entendre. Il y va et finalement il entend quelque chose. Tu t'imagines quoi? Le sang qui circule, le battement du cœur. Ah oui. Donc il dit, bon, il n'y a pas vraiment de silence. Donc en 1950, la première de son morceau qui s'appelle 4:33, 4:33, donc 4, enfin les minutes et 33 les secondes, bref. Bon, la pièce, tu as un pianiste qui arrive, pianiste classique, très fort, David Tudor. Il arrive sur scène, il ouvre le capot du piano, met la partition. Sur la partition, il y a marqué part 1, tacette, ce qui veut dire en musique, on ne joue pas. Donc il joue pas. Ferme le piano. Part 2, tacette. Part 3, tacette. Donc c'est une pièce de silence. Mais les gens s'énervent, ils font ça grogne, il y a des bruits de chaises, et c'est ça la pièce, c'est écouter plus que juste entendre, une écoute active quoi. Tu vois, par exemple, si on fait le silence là, on va pas entendre, on va pas ne rien entendre. Voilà.
C'est ça la pièce. J'ai pas pu Tu m'en vois. empêcher. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est de la résistance pour moi. C'est-à-dire que c'est la résistance à la production, la surconsommation, l'industrialisation. Tu vas nous dire que son Hatchoum, là, Mais oui, c'est c'est intéressant. anticapitaliste. Bah, Mais voilà, et c'est ça que j'allais dire. Moi, étant avocat de la musique populaire, c'est vrai que je reconnais cette démarche. Il a fait la même chose avec des radios. Il y a une pièce qui s'appelle, je sais plus, Landscapes, je sais plus. Donc l'idée, c'est de mettre 25 radios, toutes différentes, et de les faire jouer, monter le volume, baisser le volume à certains moments. Donc évidemment, vu qu'on les joue jamais au même moment, la radio ne diffuse jamais la même chose. Ouais. Parce que John Cage, c'est aussi c'est un toujours la même compositeur chose du à la radio. hasard, de l'indéterminisme, etc. Donc oui, lui, il a une démarche. J'accepte de perdre un peu de contrôle dans ma création artistique parce qu'on veut tout contrôler, on veut tout standardiser. Donc c'est un mouvement quand même assez intellectuel, quoi. Ah bah oui, Il non, dit mais c'est surtout aussi un que- mouvement de résistance parce que ça veut dire que Oui. là, tu résistes à l'industrie, tu résistes aux injonctions, tu Oui. résistes au formatage. et à l'injonction il dit, j'ai pas besoin que les sons soient déguisés en romantique ou en guerrier ou en quoi que ce soit pour qu'ils me plaisent. Je les aime tels qu'ils sont. C'est pas mal, je trouve. Oui, mais ma question, et c'est vrai, voilà, mais si on se décentre et la question, c'est combien de personnes ça touche, ce genre de mouvement très intellectuel, finalement. C'est très intellectuel de faire ça. Et de l'autre côté, je pense à Bad Bunny. On va se dire, bon, Bad Bunny, gros capitaliste. Et John Cage, c'est un succès. Le mec, ça invente le postmodernisme. Oui, à ce Depuis ça, moment-là. tu peux faire plein de choses. C'est vrai. Il y a plein de gens qui comprennent ça et enfin, vous repartez ce soir avec cette idée qu'il n'y a pas de silence. Donc, tu écoutes les choses attentivement et les choses deviennent dignes d'intérêt. N'importe quoi devient digne d'intérêt. Le marteau-piqueur qui te réveille à 7h du mat en Non, vacances, il n'est pas digne il d'intérêt. devient d'intérêt. Et quand il s'arrête, c'est cool. Mais s'il continue, c'est cool aussi. Non, mais c'est vrai. Ça m'a convaincu, en fait. Tu m'as Bon. convaincu. On va prendre une ou deux questions parce qu'on arrive au bout et que il y en a qui vont devoir travailler. Il va retourner au piano quand même. Qui a quelque chose à demander? Peut-être une histoire de marteau-piqueur. Ah oui, on a monsieur l'écolucide et sa cravate. Vous étiez pas là à la conférence d'avant, mais on se connaît. Sur la matière noire? Non, celle d'avant encore, sur l'éco-anxiété et les émotions. Oui, bonsoir, merci. Je voulais, en vous écoutant, je réfléchissais à l'aspect identitaire et dans une vie, quand on est adolescent, la musique, c'est une façon aussi de s'affirmer, de se créer. Et il y a beaucoup de musiques qui sont créées par des gens adolescents. Donc, est-ce que la musique, quand elle naît, enfin, voilà, il y a ce vecteur-là, je voulais vous entendre par rapport à ça. C'est toujours les premiers albums les meilleurs. Hein. Bon, non. Après, ils sont gros, les musiques sont lentes. Au début, quand ils sont jeunes, ça va vite, c'est rapide, c'est Non, spontané. regarde James Brown jusqu'à la fin, Prince jusqu'à la fin. Non, mais si on prend le rap français, par exemple, Le Figaro a fait c'était un quand même papier mieux. ce matin qui disait « Le rap est-il mort ?» Ah. Figaro. Non, mais ça, le truc, c'était mieux avant et tout. Non, mais c'est vrai que quand ça arrive, quand le genre se crée, c'est très expérimental. On peut aller dans toutes les directions qu'on veut. Dans le rap français, c'était quand même ça. Je pense à La Clica. Je sais pas si- Oui, la clica, bien sûr. La Clica, c'était super tout original. était Ça allait super. dans tous les sens. Ouais. C'était un peu jazz. On avait des types qui rappaient d'une façon complètement improbable. Après, ça se standardise. Donc c'est vrai que Tu vois, son La morceau, jeunesse, ça le fait morceau Smells Like Teen Spirit, c'est un peu pour aller dans ta Nirvana. Smells Like Teen Spirit. C'est vrai que ça sent l'adolescence, ce morceau. Il pue l'adolescence. Et ce qui est génial, enfin, moi je sais que oui, les émotions que j'ai eues adolescent, je fais que essayer de les retrouver, quoi. Ces premières écoutes, être fan de quelque chose, ne faire que vivre avec un seul morceau. Enfin, moi c'est ce que j'essaye souvent de retrouver ça, quoi. Et Donc, tu l'as pas retrouvé, c'est fini. Si, je retrouve, ça va, j'arrive de temps en Ça, temps. ça nous arrive, ça, d'écouter un morceau. Après, quand en on se boucle. professionnalise, ça devient plus dur. En moi, fait, j'écoute peut-être que la c'est musique ça. comme ça. Hein. Faut- En écoutant en boucle un morceau, puis ensuite un autre en boucle, puis ensuite un autre Non, en mais je te boucle. parle de un seul, moi, je te parle de Ah un oui. seul. Ah oui, non, oui. C'est lequel le dernier morceau que tu as écouté comme ça, en boucle, un seul boucle Kashi Vishwanathan de MS Subbulakshmi. C'est une chanteuse indienne. On l'avait pas vu Musique classique venir. indienne. Ça fait Varanasi Purapate Purusuprebatam. Voilà, c'est un morceau qui dure 50 minutes, quand même. Ah oui, donc c'est un album. Non mais tu triches. C'est quoi? Est-ce qu'on a une autre question? Et ensuite, on va écouter juste. La vérité, c'est ASAP Rocky, un morceau qui s'appelle Angels de ASAP Rocky que j'écoute Ah ouais. non-stop. Mais ASAP Rocky,
incroyable. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Je reprends juste l'exemple de Christophe juste avant avec les différentes façons de dire to be or not to be, etc. qui sont très adaptées au français où on n'a pas trop d'accent tonique. Est-ce qu'on pourrait faire ce genre d'exercice avec de l'italien, de l'espagnol où on a déjà une intonation native en fait dans la langue? Bam. Toutes les langues sont intéressantes. J'ai fait ça au Vietnam, par exemple, où c'est que des demi-tons. Oh, c'est pas du tout un truc d'accent qui se moque. Hein. C'est vraiment que je me disais par rapport au portugais, au Brésil, où ça fait que faisait, tu vois, ça fait des vrais intervalles comme ça. Et là, tu as quelque chose où ça bouge très peu. Et ben, c'est hyper intéressant aussi. Toutes les langues sont intéressantes. Ah oui, c'est bizarre parce que ça reviendrait à dire qu'il y a des langues plus musicales que d'autres ou qui se prêtent plus à la musique que d'autres. Mais Bah, excuse-nous, qui a fait allemand LV1 ici? Moi. Bon, bah, Ah non, pas moi, non. bah, Mais on a voulu me faire faire ça. Der Schule. ouais, ich spreche Deutsch, mais vraiment, c'est pas, tu vois. Non, mais ça, c'est juste à cause des nazis que tu dis ça. Sinon, en vrai, c'est magnifique. C'est juste magnifique aussi, quoi. C'est vrai, je suis pétrie de représentations et de clichés. Quelques biais. Oui, bien sûr. Allez, une dernière. Oui, bonsoir. Merci pour la conférence et merci pour avoir dit que la musique, c'était pas que pour transmettre des émotions. Et juste peut-être une petite question pour vous mettre d'accord. Est-ce que dire que la musique, ce serait fait pour avoir un but ou ce serait censé avoir un but, c'est pas déjà un peu, comment dire, répondre à la question plus ou moins déjà. C'est déjà se poser quelque chose, quoi. Bah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que, voilà, la musique peut être sans but, sans intellectualisation alors, il y a une phrase, je vais faire une citation un peu, voilà. Il y a une phrase de Stravinsky qui dit, c'est bizarre d'ailleurs parce qu'on parlait de Stravinsky également, la musique par essence est incapable d'exprimer quoi que ce soit. Donc lui, il se dit, voilà, il aborde la chose comme étant, la musique c'est un pur jeu de forme. Il y a tout un courant esthétique d'ailleurs. Ouais, il n'a pas écouté Wagner. Hein. Et oui. je ne sais pas. Je pense que tout de même. Enfin bref, oui, et il dit ça, donc ça veut dire oui, la musique, on peut aussi l'aborder comme ça, un pur jeu de forme, etc. Mais bah, après, ce qui est agréable pour un artiste, c'est de ne pas devoir être un étendard de quoi que ce soit. Donc se dire que qu'il y a toute licence. Moi, je ne pense pas qu'il y a toute licence à l'art, quoi. Que je pense qu'il y a une responsabilité. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je pense. C'est bien de faire n'importe quoi, mais non, mais en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. Mais en fait, on peut aussi. Mais je pense que en vrai, c'est évident qu'on n'a pas envie de dire à un créateur, tu dois faire ça, il y a un but, etc. Mais bon, tout de même, c'est quand même une expression. Donc, c'est quand même une expression. Je comprends pas cette citation de Stravinsky. Hein. Et oui. Mais non, mais je pensais au rap et je me disais on accuse souvent le rap aujourd'hui d'être un peu trop justement sur la joie, sur c'est de la on fait la fête, etc. La pop urbaine qui s'enjaille, quoi. Oui, mais en partie. Oui, mais ça veut pas rien dire non plus. On peut aussi avoir nous, c'est ça notre identité, on s'enjaille, c'est la vie. C'est une identité, s'enjailler, c'est une identité. C'est ce qu'on fait souvent finalement. Ouais, les maternelles avec Gims, ils s'enjaillent, hein, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça dit quelque chose de la nécessité d'avoir une vision peut-être un peu plus nuancée. Voilà, ça peut pas être que politique, résistance. Oui. Il y a d'autres entrées. Ou pas que émotion, quoi. Pas que affect. Émotion. Voilà, je trouve ce que c'est. Moi, je voudrais bien qu'on finisse avec un peu d'émotion. Monsieur Chassol. Oui, alors. C'est à toi. C'est encore la résistance, donc je vous contextualise pendant que je m'assais. On est en 2014 en Martinique pendant le carnaval. Je voulais filmer le carnaval depuis longtemps, enfin à cette époque-là. Et c'était la même époque où Taubira se faisait traiter de guenon par ces tarés de Civitas. Et il y avait des images d'elle en guenon, quoi. Voilà. Donc là, je vois à Rivière-Pilote, la ville d'où sont mes parents, c'est une ville indépendantiste en Martinique, avenue des esclavagistes, il y a une parade de Guadeloupéens qui sont avec des masques de singes. Donc c'est des Noirs qui mettent des masques de singes. Et je dis c'est bon les gars, c'est bon, c'est bien, vous vous réappropriez le truc. Oui, on est des monkeys. Et voilà, donc ça s'appelle Reich et Darwin. Reich pour Steve Reich, hein, pas pour...